Marche ou crève de Stephen King, est-ce que ça passe? Est-ce que ça casse? On va voir ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma dernière lecture. Il s'agit du roman Marche ou crève de Stephen King et on va aussi parler de l'adaptation cinématographique qui vient de sortir puisque je suis allée la voir au cinéma. Est-ce que c'est une bonne adaptation? Est-ce que le livre en lui-même est cool? Marche ou crève, je vous l'ai présenté dans ma pile à lire de l'automne et voyez à quel point je suis sérieuse et assidue puisque j'ai lu un livre que j'avais mis dans ma palle. Ça peut sembler bête, pour moi c'est beaucoup. Et si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets juste ici. C'était assez cool. J'avais bien sûr vu venir le fait que ce roman allait être un petit peu gore, un peu deep. Je ne m'étais pas trompée. On est en plein dedans. On va commencer par ça directement parce que je ne sais pas entre quelles mains est tombée cette vidéo. Le film est déjà interdit aux moins de 16 ans. Donc, si vous n'avez pas 16 ans, n'allez pas voir le film. Et honnêtement, le livre, je le mettrais aussi à partir de cette limite d'âge. Moi, mes premiers Stephen King, je les ai lus quand je devais avoir 15 ans à peu près. Peut-être qu'une année de plus n'aurait pas fait de mal. Parce que c'est des romans qui sont déjà très psychologiques, très graphiques, qui parlent de choses un peu badantes, déprimantes, dégueu. Vous pouvez rajouter des adjectifs à cette liste. Et le film est tout aussi, voire beaucoup plus graphique que l'œuvre originale. Donc, ne faites pas les idiots. N'allez pas voir ce film si vous n'avez pas 16 ans. Et même après 16 ans, si vous êtes un petit peu sensible, ne vous y frottez pas. Franchement, je pense qu'il y a d'autres œuvres de Stephen King qui pourraient plus vous plaire. Mais dans l'ensemble, Stephen King, c'est dérangeant. Marche ou crève ou The Long Walk. En anglais, c'est un roman de Stephen King. Il faut savoir qu'il l'a écrit quand il était à l'université, quand il était très très jeune. Et d'ailleurs, il le dit maintenant par rapport à l'adaptation, etc. Ça fait très bizarre de revoir une œuvre que j'ai écrite aussi jeune et que j'ai imaginée dans un tout autre contexte politique. Mais finalement, il y a un petit peu des échos avec ce qui se passe en ce moment. Il l'a d'abord publié sous un pseudonyme. C'est une œuvre qui, je pense, est assez différente de ce qu'il a pu faire dans ses autres créations. On est sur un roman et donc sur une adaptation qui est très tournée vers la dystopie, un petit peu ce qu'on peut voir avec Hunger Games ou tous les Battle Royale. Si vous êtes fan de ce type d'œuvre, notamment aussi Alice in Borderland, Squid Game, je pense que ce roman et ce film va beaucoup vous plaire. D'ailleurs, le réalisateur de l'adaptation est celui qui a réalisé Hunger Games. Donc, on peut retrouver un petit peu sa patte, même si honnêtement, c'est beaucoup plus mature et beaucoup plus adulte que peut l'être Hunger Games, qui est d'abord destiné à un public plus adolescent. Marche ou crève, c'est l'histoire de Ray Garati, qui va participer à la longue marche qui est organisée tous les ans et qui réunit 50 adolescents dans le film et 100 adolescents dans le livre. Pour une épreuve, rien de plus simple, il faut qu'ils marchent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ils n'ont pas le droit de faire de pause, ils n'ont pas le droit de descendre autour d'un certain kilométrage, ils n'ont pas le droit de quitter la route, ils n'ont pas le droit de se battre entre eux, ils n'ont pas le droit d'être insultants ou violents envers les personnes, c'est-à-dire les soldats qui encadrent la longue marche. Et ils vont comme ça marcher à travers plusieurs états des États-Unis. Le but à la fin, c'est qu'il n'en reste plus qu'un. On est dans Koh-Lanta ou quoi? L'heureux vainqueur aura le droit à un vœu de son choix. Il peut à peu près tout demander et c'est donc ça l'enjeu. Il y en a certains qui sont là pour gagner une grande somme d'argent. Il y a des personnes qui ont des vœux un peu plus personnels autour de leur famille, leurs amis, etc. Il y en a d'autres qui ont des vœux beaucoup plus larges et politiques. Ils veulent vraiment changer la société. Ray Garati va donc s'engager dans cette longue marche. Il va rencontrer plusieurs personnages, parfois attachants, parfois pas du tout, des amis, des alliés, des ennemis. Bref, tout ce qu'on aime dans la dynamique
du tournoi. Il y a énormément de tension, surtout que là, quand on lit le livre et quand on regarde le film, on a vraiment cet élan et ce côté assez répétitif et militaire de la marche. Je veux dire, quand je lisais le roman, j'avais l'impression aussi de toujours être en mouvement et de toujours marcher. On n'a pas du tout le temps de se poser et c'est pour ça que j'ai aussi dévoré ce livre en 2 jours. Je n'arrivais absolument pas à m'arrêter. Parlons d'abord des personnages que j'ai trouvés assez différents entre le film et le livre. Alors effectivement on retrouve les mêmes personnages, mais je me suis par exemple beaucoup plus attachée à Ray dans le film que dans le livre. Dans le livre il est assez antipathique et vu qu'on a accès à ses pensées qui sont pas toujours ultra clean et pertinentes, j'avoue que j'avais beaucoup de mal avec ce personnage jusqu'aux 3/4 où je me suis dit bon, ce serait quand même bien s'il arrive à s'en sortir ce petit loulou parce que là on a laissé beaucoup de cadavres derrière, alors que dans le film je me suis tout de suite attachée dès la scène d'ouverture quand sa mère le dépose à la ligne de départ de la longue marche. Je me suis sentie directement pris d'affection et j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce personnage. On salue énormément le talent de l'acteur. D'ailleurs, j'ai appris juste avant d'aller voir le film que l'acteur qui joue Ray Garati n'est nul autre que le fils de celui qui joue Plutarch Evansby dans Hunger Games. Si vous n'avez pas la ref, c'est pas grave, si vous l'avez, c'est absolument trop cool. Et même s'ils se ressemblent pas comme 2 gouttes d'eau, je trouve qu'il y a vraiment des airs et des mimiques qui sont assez similaires et j'ai trouvé ça très mignon. Il nous offre vraiment une performance de dingue. D'ailleurs, globalement, tous les acteurs jouent très bien leur rôle. Ceux qui doivent être absolument trop mignons et attachants le sont vraiment. Ceux qui sont un peu plus antipathiques le sont aussi. J'ai trouvé que on laissait quand même beaucoup plus de place dans l'adaptation cinématographique à l'empathie pour les personnages. Je veux dire, même les personnages qui sont foncièrement méchants, évidemment, à part les soldats et le commandeur qui est un petit peu le chef de la longue marche, eux on n'a pas du tout d'empathie, mais pour les autres concurrents qui parfois peuvent être un petit peu désagréables, voire carrément nauséabondes dans ce qu'ils font, on leur offre quand même des petits moments de discussion, de dialogue pour qu'ils puissent un petit peu expliquer leur motivation. Il y a quelque chose par contre que je peux un petit peu reprocher au film, c'est d'être hyper explicatif. Je veux dire, dès le début, ça commençait très mal. On a un écran noir avec de l'écriture qui va s'afficher et on suppose que c'est la lettre que reçoit Ray Garati pour lui dire qu'il a été sélectionné à la longue marche. Alors il faut savoir que les personnes s'inscrivent et ensuite sont tirées au sort. Bref, on lui annonce qu'il a été pris et ça c'est vraiment écran noir, police, comics sans MS blanche. J'ai trouvé ça absolument dégueulasse et j'aime pas beaucoup quand les films font ça. Pareil, au début, on a le discours du commandeur. Alors le discours du commandeur, on va aussi le retrouver dans le roman. Par contre, j'ai trouvé qu'il était beaucoup moins subtil dans le film. C'est-à-dire qu'on va exposer tout le contexte politique de l'endroit dans lequel on se trouve, hein, qui est une version complètement dystopique des États-Unis, quoique. Et il explique en gros à quoi sert la longue marche. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu lourdingue. Pareil, au début du film, on va avoir Ray Garati qui explique ni plus ni moins que ses motivations et ce qu'il veut demander comme vœu, alors que c'est quelque chose qu'on retrouve pas du tout. Donc j'étais un petit peu comme ça, genre qu'est-ce que vous allez en faire? Par contre, au niveau des ajouts, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va vraiment approfondir l'histoire de Ray Garati quand il était petit, notamment sa relation avec sa mère et son père, qu'on survole un petit peu dans le roman et j'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout que la figure de son père est assez porteuse de sens, ce qui est hyper intéressant dans les 2 œuvres et ce qui fait selon moi que c'est très accurate, très pertinent de sortir une adaptation d'un livre qui est sorti dans les années 60-70, c'est qu'on va voir se superposer 2 contextes qui sont au final très similaires dans une certaine mesure. Quand Stephen King a écrit ce livre, on était en pleine guerre du Vietnam et ça a été vraiment une période assez difficile et assez lourde pour l'histoire des États-Unis, notamment pour la jeunesse et les jeunes garçons qui étaient ni plus ni moins qu'envoyés
au Vietnam pour se battre. Et c'est un petit peu cet état d'esprit qu'on retrouve dans cette version dystopique des États-Unis. Ces jeunes adolescents qui vont se porter volontaires soit par pure envie ou soit par nécessité pour participer à la Longue Marche. On sait notamment que dans l'histoire, le pays a traversé une guerre. Les gens sont de plus en plus pauvres, ils sont de plus en plus démunis et la Longue Marche permet un petit peu au gouvernement d'instrumentaliser cette détresse-là pour en faire un divertissement, puisque la Longue Marche est filmée et retransmise dans tout le pays. Et c'est complètement ça qu'a voulu montrer Stephen King dans son œuvre, c'est à la fois le côté absurde d'un tel gouvernement, d'un tel fonctionnement, et aussi comment des petits éléments de rébellion peuvent naître dans ce contexte qui est carrément hostile. C'est là où l'adaptation sort carrément au bon moment, puisque on observe aux États-Unis une période de récession. Il y a beaucoup de conflits qui naissent soit à l'intérieur des États-Unis, soit dans le reste du monde. Et cette œuvre s'insère complètement dans le contexte actuel, notamment des restrictions des libertés individuelles aux États-Unis. On parle aussi, et ça ils l'ont ajouté dans l'adaptation cinématographique, du fait que certaines œuvres et certains éléments de culture sont complètement interdits, abolis, censurés. Craig Araki va expliquer que son père justement collectionnait ces œuvres interdites et les a fait lire, les a fait écouter à Ray, ce qui fait qu'il a pu avoir accès un petit peu au monde d'avant, au monde avant la Longue Marche, et ça va lui permettre d'avoir un avis assez critique et un recul que n'ont pas forcément tous les autres participants. Et là il y a eu un petit clin d'œil que j'ai adoré, puisqu'il explique que son père lui a fait lire les œuvres de Camus, et si vous connaissez un petit peu la philosophie de Camus, je trouve que Marche ou Crève est un symbole, une manifestation presque point par point de la philosophie de Camus, notamment avec ces 3 cycles qui sont le cycle de l'absurde, le cycle de la rébellion et le cycle de l'amour. Et je trouve que le film rassemble extrêmement bien ces 3 thématiques, tout simplement parce que la Longue Marche symbolise l'absurdité de l'existence, on marche sans aucun but. La seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'on finira par mourir. À part évidemment le vainqueur, mais la plupart des gens sont juste sûrs qu'ils vont mourir en continuant à marcher. Ça n'a aucun sens. Je trouve que Ray Araki est un petit peu un symbole et une figure de Sisyphe. Vous savez, ce personnage mythologique qui pousse un rocher sur une pente d'une colline. Le rocher, une fois qu'il a terminé, redescend et en gros, il est condamné pour l'éternité à remonter le rocher en sachant pertinemment qu'il va tomber et donc il va devoir recommencer. C'est exactement la même chose avec la Longue Marche. Mais une fois qu'on a accepté l'absurdité de tout ça, on peut mettre en place des petites actions de rébellion, et d'ailleurs c'est ce qui se passe au sein de la Longue Marche. Tout ne va pas se passer comme prévu. Et le dernier cycle de Camus est le cycle de l'amour. Alors il faut savoir que le cycle de l'amour est un cycle inachevé chez Camus. Il n'a pas écrit autant que ce qu'il voulait puisqu'il est décédé. Mais on insiste vachement aussi sur l'amour, alors sur toutes ses formes, hein, la fraternité, l'amour romantique, l'amour maternel. C'est des thématiques qui sont très très présentes et je trouve beaucoup plus présentes dans le film où on va vraiment mettre en avant la camaraderie entre tous les personnages. Bon, ça reste une œuvre qui est très très masculine dans ses thématiques, dans ce qu'elle raconte, dans le traitement des personnages. Les personnages féminins, il n'y en a quasiment aucun. Dans le film, on voit uniquement la mère, qui est un personnage féminin important, sinon il n'y en a pas du tout. Et dans le livre, eh bien, on a toujours la présence de la mère, qui est, je trouve, beaucoup moins fouillée, beaucoup moins creusée. On a aussi la présence des fans, des marcheurs qui vont tout simplement les voir pour supporter leurs préférés, enfin bref, un petit peu caricatural, on va pas se le cacher. Et on a aussi la petite amie, l'ancienne petite amie de Ray, qui est un personnage assez important, mais je trouve que l'adaptation s'en est très bien sortie. Alors on garde évidemment cette dimension hyper masculine à l'œuvre. Par contre, dans le roman, non seulement c'est très masculin, mais en plus c'est très misogyne. Je vais pas vous le cacher, on suit 100 jeunes hommes qui n'ont pendant longtemps pas plus en tête que
le corps féminin, les filles qu'il pourrait avoir, se taper, hein, clairement. Pas de langue de bois, il y a des trucs qui sont hyper limite au niveau de la misogynie. Et ça pour le coup, c'est pas vraiment critiqué dans le roman de base. Alors, Stephen King a pris beaucoup de recul sur ce qu'il a pu écrire avant, dans ses jeunes années, et il a notamment dit que le traitement de ses personnages féminins au début de son œuvre était pas fameux. Alors ça s'améliore avec le temps, et je trouve que l'adaptation a quand même supprimé cette dimension-là. Alors évidemment, il y a des blagues qui sont franchement douteuses, mais il y a toujours un personnage pour critiquer et pour remettre en question ce qui est dit, ce que je trouve assez cool. Pareil, quand je dis que c'est très masculin, on va être un petit peu dans cet aspect de régression dans l'œuvre pendant la longue marche. Omniprésence des fluides corporels, du sang, des cervelles qui explosent, littéralement. Et c'est très assumé dans le film. Je vous avoue que la première mort ne m'a pas mis très bien. Je me suis dit, ah oui, ok, c'est interdit aux moins de 16 ans, on va voir des trucs un peu glauques et un peu sanglants. Et ça permet au spectateur vraiment de se confronter à la brutalité de la longue marche. On va nous montrer et on va montrer aux personnages ce qu'il se passe vraiment, puisque l'objectif du commandeur et des soldats, c'est d'imposer leur loi, de faire peur aux marcheurs pour pas qu'ils se rebellent et qu'ils fassent juste les bons moutons conduits directement à l'abattoir. Et je trouve l'œuvre cinématographique beaucoup plus subversive et beaucoup plus politique que ne l'était le roman de base. Le roman de base est assez profond. Il remet beaucoup en question la condition humaine, l'absurdité de l'existence, comme je vous l'ai dit. Mais les moments de rébellion sont vraiment minuscules. Et on va plutôt se concentrer, si on reprend mon analyse un petit peu camusienne de tout ça, on va vraiment rester sur le cycle de l'absurde, alors que là, dans le film, on va être vraiment sur le triptyque, on va voir la grosse place de la rébellion, on va notamment aussi beaucoup questionner les discriminations, que ce soit le racisme qui est omniprésent dans cette société très fasciste. On va aussi pointer du doigt l'homophobie et justement cette injonction pour les adolescents, les jeunes hommes, d'être toujours plus virils, d'être toujours plus violents. On va avoir d'autres modèles de masculinité qui nous sont présentés dans le film. Des modèles qui sont un petit peu tournés en ridicule dans le roman. C'est pour ça que je trouve que à l'ère d'aujourd'hui et avec la vision qu'on a aujourd'hui, l'œuvre cinématographique est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus complexe que ne l'était le roman. Néanmoins, et là on va arriver à la toute fin, puisque ayant lu le roman, quand je voyais des petits changements tout au long du film, moi j'étais toujours en mode bah ok, ils ont changé des trucs, mais ça ne changera pas le déroulement de l'histoire. Faux. La fin du livre et la fin du film est complètement différente. Et là, si vous n'avez ni lu le livre ni vu le film et que vous voulez absolument le faire et que ce que je vous ai dit vous a donné envie de découvrir, le roman c'est une recommandation un petit peu plus tiède, mais si vous avez en tête les éléments que je vous ai donnés et que vous voulez quand même découvrir cette œuvre, recommandation tiède. Le film, allez-y, par contre, allez le voir quand vous êtes dans un bon état d'esprit, que vous n'avez pas trop de problèmes dans votre vie et que vous êtes assez bien mentalement, parce que il met un sacré coup, hein. Le film met un coup derrière le crâne. Je suis allée le voir avec une copine, on est sorti de la salle, on s'est regardé, et ben on n'a rien dit pendant quelques minutes, parce qu'on savait pas quoi dire. Je vais donc passer maintenant à une partie un petit peu carrément spoiler, puisqu'on va parler de la fin du livre et de la fin du film, qui n'est pas du tout la même. Vous avez le temps, encore quelques secondes, de quitter la vidéo. C'est bon ? On va pouvoir commencer. Comment termine le livre ? Eh bien, on a tout à la fin Ray Garati et un petit peu le meilleur ami qui s'est fait dans La Longue Marche, qui sont les deux finalistes. Et lui, dès le début de la marche, il a dit qu'il ne voulait pas mourir en luttant contre une blessure, contre la maladie, ou en luttant
contre les soldats. Il ne voulait absolument pas devenir un pion, même s'il l'est un petit peu. Il a dit c'est simple, si je commence à être fatiguée, je m'assois et je finis ma vie très calme et très posée. Arrive donc le moment tant attendu où il décide de s'asseoir et où je décide de lâcher des larmes par centaines. Déjà qu'il y avait eu quelques morts qui m'étaient pas mal restées en travers de la gorge, celle-ci, je m'attendais pas. Et donc, le commandeur se plante avec son tank devant Regarati et lui dit bah félicitations, tu viens de gagner la longue marche, c'est quoi ton vœu, hein, tous tes potes sont morts et maintenant tu dois montrer que t'es heureux et que tu es reconnaissant et donc tu dois donner ton vœu. Sauf que Ray contourne le tank et continue à marcher. Et c'est la fin. Alors je vous l'accorde, fin ultra ouverte, mais j'ai trouvé que ça mettait un point final assez cool et assez remue-ménage à l'histoire. Puisque oui, en fait, il s'est tellement conditionné à marcher tout le temps et il a tellement accepté le fait que dorénavant c'était sa condition et qu'il allait mourir comme ça, que il n'a pas envie de ce vœu, qu'il n'a pas envie de servir cet intérêt, de servir ce gouvernement qui est absolument délétère. Et donc ça montre que il est coincé dans une malédiction un petit peu à la Sisyphe. Et du coup on ne saura jamais quel était le vœu de Ray, on ne saura vraiment jamais pourquoi est-ce qu'il s'est engagé dans la longue marche, même si on a quelques idées, tout ça reste ouvert à l'interprétation et je trouvais ça assez cool. Dans le film, son meilleur pote, alors évidemment c'est les deux qui restent, son meilleur pote s'assoit, sauf que Ray le relève et lui dit non, ça finira pas comme ça, on va marcher tous les deux et ils nous arrêteront jamais en fait. Du coup j'étais en mode ok, bon, d'accord, au final c'est un petit peu la même fin. Pas du tout, puisqu'il relève son pote, il marche un petit peu, et c'est lui qui s'assoit. Et du coup c'est pas Ray qui gagne la longue marche, alors que dans le livre c'est Ray, mais dans le film c'est du coup son meilleur ami qui va gagner la longue marche et qui décide de réaliser le vœu de Ray. Ray, pendant la longue marche, va vraiment expliquer aux autres c'est quoi son vœu. Il dit ok, moi une fois que j'ai le vœu, je demande une carabine et je vais tuer le commandeur. Parce que c'est à cause de lui que mon père est mort. Son père, qui était complètement contre le régime et qui faisait des choses illégales, qui faisait circuler des œuvres interdites, etc., a été tué par le commandeur. Et donc, le fait que Ray s'engage dans la marche, c'est de la pure vengeance. Et il l'assume devant tout le monde. Et du coup, une fois que Ray est mort, son meilleur ami, et la scène est tellement bien faite parce que lui il s'assoit, il se fait sauver, Ray s'assoit, il se fait tuer, et donc ça c'est hyper rapide. Et puis après, on a un petit peu un moment suspendu avant que son meilleur ami lui demande son vœu et qu'il dit qu'il veut une carabine. Et là, j'étais ok, bon, il récupère la carabine, il tue le commandeur, il se retourne et là, il est tout seul dans une allée hyper sombre, c'est la nuit, il y a un petit peu d'éclairage, etc. On voit même pas où est-ce que mène cette route. C'est vrai que j'ai discuté avec l'amie avec qui je suis allée au cinéma et elle m'a dit mais en fait est-ce que ce serait pas un petit peu métaphorique et au final il serait pas mort et que ce chemin est le chemin vers la mort ou ce qu'il croit être après la mort. J'avoue que je sais pas. Soit c'est purement métaphorique et une fois qu'il a tué le commandeur, il s'est fait tuer par les soldats et on ne le voit pas. Mais on est un petit peu dans sa tête alors qu'il s'apprête à mourir ou qu'il est déjà mort. Ou soit, moi c'est mon interprétation, je pense que ça recoupe un petit peu ce qu'on a dans le livre, c'est-à-dire que maintenant que Ray est mort et qu'il a accompli son vœu et qu'il a tué le commandeur, il continue à marcher parce que la vie est absurde et que de toute façon il pourra jamais se sortir de ce système là et on se doute qu'il va finir par tomber de fatigue, mais en tout cas c'est pas la dernière image qu'on a de lui, la dernière image c'est lui qui marche et je trouvais ça assez beau. Donc les deux fins sont un petit peu complémentaires mais on n'a pas le même vainqueur et ça j'ai trouvé ça assez audacieux puisque dans le film on a la focale vraiment sur Ray donc on se dit ok trop simple, c'est lui qui va survivre.
Pas du tout. Pas du tout. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai passé un très très bon moment au cinéma. J'avoue que si je dois vous conseiller soit le livre, soit le film, je pense que je vous conseillerais beaucoup plus le film. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà découvert ces œuvres, qu'est-ce que vous en avez pensé, quelles sont vos théories. N'oubliez pas de mettre un petit spoiler au début de votre commentaire, ça évitera que des personnes se fassent spoiler. Je sais que j'ai essayé de séparer un petit peu la vidéo pour à la fois ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. J'espère que je l'aurai à peu près bien faite. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très très bonnes lectures, une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Salut!